Cosa Vostra. Je parlais tout à l'heure de shopping. Aujourd'hui, un influenceur, si entre guillemets il s'est accordé avec une marque en amont, une marque peut partager par exemple son catalogue produit ou un produit de son catalogue avec un influenceur pour que l'influenceur, lorsqu'il va poster, tague lui-même de produits. Alors là, je peux pas vous montrer de vidéo, mais il y a une vidéo, il y a un influenceur aux États-Unis qui présente un produit, une montre Michael Kors. Il a tagué ça sur son post qui a fait des millions de vues. Et lorsque vous cliquez sur la fiche produit, vous arrivez directement sur le Facebook Shop de Michael Kors. Et la seule chose, c'est que apparaît en haut de la publication partenariat rémunéré pour qu'on sache que voilà, c'est un influenceur qui met en avant un produit dans une logique de transparence. Mais ça existe déjà, mais c'est une tendance évidemment qu'on voit accélérer énormément, qui vient d'Asie. Enfin, le live streaming et le téléachat version 3.0 sera clairement une tendance du futur. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode du Panier avec aujourd'hui Guillaume Cavaroc, qui est directeur commercial retail et e-commerce chez Facebook France. Et Facebook, ça inclut Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, bref, toute la galaxie. Salut Guillaume, tu vas bien ? Oui, très bien, bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous le savez, chers auditeurs, si vous écoutez régulièrement le Panier, j'adore aborder les sujets d'impact entre le digital et le brick and mortar et comment les deux mondes cohabitent pour les commerçants en drivant du business, de l'adhésion, de la découverte ou de la transfo. C'est justement le terrain de jeu de Guillaume qui s'occupe d'accompagner les marques dans leur transformation digitale. J'ai envie de comprendre comment elles se préparent pour les fêtes de fin d'année, quels sont les outils à dispo et les enjeux pour 2021 dans un contexte qui est assez compliqué, vous le savez, ces derniers temps. On abordera l'industrie au sens large avec les comportements des consommateurs. Je te demanderai ton avis sur le secteur du retail en ces temps de changement et la manière dont vous accompagnez les marques. Et ensuite, on fera le tour des solutions à disposition des commerçants et e-commerçants sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp évidemment. Et j'en oublie un, Messenger, bien sûr. Guillaume, merci encore d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que je peux te demander de te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Guillaume Cavaroc. J'ai 35 ans. Ça fait une douzaine d'années que je travaille. J'ai commencé ma carrière dans le conseil en stratégie pendant 8 ans, où j'ai fait un petit peu tout type de mission pour tout type d'industrie. Et puis rapidement, je me suis aperçu que c'était le retail et le e-commerce qui m'intéressaient particulièrement, donc je me suis spécialisé là-dedans. Et puis je suis arrivé chez Facebook il y a 4 ans pour reprendre du coup cette verticale retail et e-commerce et accompagner les grands comptes du secteur sur l'appréhension de nos plateformes et l'utilisation de Facebook, Instagram et comme tu l'as dit de plus en plus également des plateformes de messagerie. Aujourd'hui, on est 12 dans l'équipe pour accompagner du coup les grands comptes sur leurs enjeux de transformation digitale, d'acquisition de nouveaux clients, de performance, de relations clients, etc. 12 personnes chez Facebook France. Qui s'occupent du retail et du e-commerce. C'est ça, ok. 12 personnes sur combien ?
Sur Facebook France, les équipes commerciales, on doit être une soixantaine. C'est aujourd'hui une des plus grosses, voire la plus grosse verticale, parce que forcément, on a de la chance d'avoir beaucoup de grandes marques de distribution en France, beaucoup de super acteurs e-commerce qui parfois, enfin souvent opèrent en France, mais de plus en plus sont internationaux également. Donc on les accompagne à la fois sur le marché français, mais sur tous les marchés sur lesquels ils peuvent opérer. Ok, 12 sur 60, ça fait 20%, c'est important, je m'en rends compte. Et ce que je trouve aussi hallucinant, mais ça c'est un regard extérieur, peut-être qu'il est biaisé, j'ai le sentiment que les problématiques, disons l'intérêt du e-commerce, du commerce, depuis quelques années dans la galaxie Facebook explose. Et qu'en l'espace de quelques années, le nombre d'outils ou en tout cas d'aides pour les commerçants qui sont sortis est assez impressionnant. Ouais, non, mais t'as raison Vas-y. de le souligner parce que, enfin, je pense que c'est assez important pour être en effet souligné. Bien évidemment que le cœur de nos sujets, avant tout, ce sont les utilisateurs et les usages utilisateurs. Mais d'un point de vue annonceur et entreprise, c'est vrai que Facebook a pris vraiment le virage du commerce il y a quelques années. Mark Zuckerberg lui-même a dévoilé la stratégie Facebook commerce pendant l'été, et c'est aujourd'hui pour les années qui viennent, avec toutes les nouvelles technologies, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, vraiment la direction que prend Facebook, d'être vraiment un vecteur de commerce pour les marques et de faciliter au maximum ces expériences, parce qu'à la fois c'est des expériences qui sont attendues des utilisateurs. Le commerce sur Facebook, en fait, ça a démarré au début quand il y avait des utilisateurs qui créaient des groupes d'échanges, de vente, des espèces de mini marketplace ou des groupes de troc. Et puis quand on a commencé à détecter ces comportements, on s'est dit faudrait un petit peu sophistiquer ça, et c'est là où petit à petit on a commencé à développer une marketplace C2C, Instagram Shopping, toutes les publicités qui vont avec, et on verra sûrement un petit peu plus tard qu'aujourd'hui une très grande majorité des produits qui sont développés sur nos plateformes pour les annonceurs tournent vraiment autour de cette notion de commerce, que ce soit pour le commerce physique brick and mortar ou bien évidemment également pour les e-commerçants. C'est intéressant, et si on prend un peu de hauteur, alors nous on a essayé récemment Stripe Commerce qui offre de plus en plus de fonctionnalités e-commerce, Shopify qui cartonne depuis quelques temps, mais Facebook au final avec sa Galaxy, je crois que c'est 3 milliards, je veux pas dire de bêtises, 3 milliards 3,1 d'utilisateurs, hein, milliards d'utilisateurs sur l'ensemble des plateformes. l'ensemble des plateformes. Tu as potentiellement le plus grand foot trafic, si on faisait un parallèle enfin je dis vous, le groupe. On est plusieurs. Ouais, c'est ça, il paraît. Le plus gros foot trafic du monde. Donc, je comprends l'intérêt, mais je comprends aussi disons, les tensions, les enjeux qui sont devant nous. Ce qui est une bonne chose, parce qu'au final, pour le e-commerçant ou le commerçant, ça offre un ensemble de possibilités, surtout sur le groupe Facebook, de vendre mieux, de communiquer, d'acquérir de l'audience et de la transformer. Donc, c'est intéressant. Il y a aussi, du coup, pardon, chers auditeurs, je vous invite à écouter l'épisode que j'avais enregistré avec Julie Pellet il y a quelques mois sur les problématiques de marque et de faire connaître sa marque sur Instagram. Julie Pellet est en charge du développement d'Instagram. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler de Facebook Shops, on va parler de social shopping, on va parler de WhatsApp, on va parler d'Instagram Checkout et Instagram Shopping. Donc, c'est presque la brique suivante. Une fois que j'ai créé une audience, alors avec Julie Pellet, c'était sur Instagram, mais là, on parlera au sens large de toutes les briques Facebook, comment est-ce que je transforme et quels outils sont à ma disposition pour transformer cette audience en achat et en vente. Peut-être que pour commencer, en prenant un peu de hauteur, j'aimerais bien avoir ta vision, ou peut-être ta synthèse d'ailleurs, plus que ta vision, sur les comportements des consommateurs sur les plateformes, sur vos plateformes. Ouais, alors je pense qu'en effet, une synthèse, c'est mieux qu'une vision, parce que la vision, on pourrait en parler des heures. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais le premier point, je pense que c'est de se dire tout ce qu'on a vécu avec le confinement, avec la crise. Déjà, on s'est tous demandé, est-ce que ça va faire apparaître de nouvelles tendances, ou est-ce que ça va simplement renforcer des tendances pré-crise et accélérer des tendances pré-crise? La réponse, je pense qu'elle est assez claire aujourd'hui, c'est que ça accélère pas mal de choses qui avaient déjà été enclenchées avant mars dernier. Et bien évidemment, la première tendance à laquelle on pense tous, c'est l'accélération du e-commerce.
et plus globalement, en fait, l'accélération de la transformation digitale de l'ensemble des entreprises. Là, on va parler particulièrement des brick and mortar de la distribution et des e-commerçants, mais on l'a vu sur l'ensemble des secteurs d'activité. Il y a une phrase, enfin de McKinsey qui a pas mal circulé, mais qui est vraie. Et à chaque fois, quand j'en parlais avec les CMO des retailers ou autres, ils me disaient tous, mais c'est presque même sous-évalué, qui dit en fait en 8 semaines, l'adoption des outils digitaux par les consommateurs et par les entreprises a fait un bond de 5 ans. Et ça a été confirmé par tout le monde. Moi, il y a des gens qui m'ont dit 5 ans, t'es gentil, chez nous, c'est 10 ans qu'on a pris. Il y en a un qui m'a dit, moi je suis CDO depuis 3 ans, mais en fait je viens de me faire prendre ma place par le Covid. Le Covid a été le meilleur CDO qu'on ait jamais eu. Et en fait, ça a permis de casser un peu tous ces silos dont on parle en permanence, c'est-à-dire que d'un côté, on a une personne qui est responsable de la digitalisation et de la transfo de l'entreprise. De l'autre côté, on a le patron du e-commerce. À côté de ça, on a un CFO, un CEO, et chacun fonctionne souvent beaucoup trop en silo. Et là, le fait de se retrouver du jour au lendemain avec des magasins fermés, avec des consommateurs qui changeaient leurs habitudes, ça a obligé tout le monde à se mettre face à la réalité et à se dire, bon bah, comment on avance vite et efficacement ensemble. Donc ça, c'est le... Alors, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. J'essaie de formuler une question que j'ai en tête, mais je ne sais pas si j'y arrive correctement. Ça a accéléré une ligne disons qu'on avait déjà en visu, ou il y a eu carrément des changements de direction de type de comportement. Les comportements étaient ceux qu'on s'attendait, mais à voir arriver dans les années à venir, ou il y a eu des comportements nouveaux et différents? Non, enfin j'ai pas détecté de comportement vraiment nouveau, en tout cas de masse. Il y a pu avoir de manière un peu opportune, voilà, des choses qui se sont faites, mais globalement c'est ça. On a dû, enfin l'omnicanalité, la présence en ligne, qui était, enfin voilà, on commençait tout le monde s'y mettait bien sûr à des rythmes différents. Là, c'était plus un nice to have, c'était juste une obligation, vu que de toute façon, si on n'avait plus de magasins et qu'on pouvait pas vendre en ligne, bah, le chiffre d'affaires et le bas de page du mois, c'était zéro. Et ça, on l'a justement vu. Tu parlais tout à l'heure des Shopify, etc. On l'a beaucoup vu sur les TPE, PME, qui n'avaient pas forcément, et c'est un point qu'on pourra peut-être développer un peu après, c'est que la France est quand même en retard d'un point de vue adoption des outils numériques. Le nombre de TPE, PME qui ont des sites e-commerce ou des sites e-commerce marchands est plutôt faible par rapport aux autres pays. Donc on a vu des choses s'accélérer, des restaurants qui se sont mis à livrer en 48 heures. Chez Ikea, on est passé de rendez-vous en magasin à de la visioconférence. Le marché, il y a un exemple qui est symptomatique. Je ne sais pas si vous avez déjà visité le marché de Rungis. Je vous invite à le faire. D'ailleurs, il faut se lever à 2 ou 3 heures du matin. Mais le marché de Rungis, qui est quand même la cathédrale du offline, du produit, d'achat en gros, etc. En quelques jours, ils ont monté un site e-commerce. Et je suis allé voir hier, il tourne toujours le site e-commerce. On reviendra pas en arrière. Et ça, c'est pour moi le deuxième point qui est important. C'est on s'est tous dit, bah oui, là, il y a des nouvelles tendances, enfin, il y a des tendances qui s'accélèrent. Qu'est-ce qui va se passer quand on va déconfiner? Et on l'espère tous, qu'est-ce qui va se passer demain lorsque cette épidémie sera éradiquée? Il n'y aura pas de retour en arrière. Bien sûr, il y a des comportements qui vont revenir un petit peu, notamment sur le e-commerce, mais on reviendra jamais au niveau de pré-crise. Donc ça, pour moi, c'est vraiment clé. Tous les acheteurs qui se sont mis au e-commerce, la plupart vont continuer à acheter en ligne. Et ça, d'ailleurs, il y a une tendance qui était assez intéressante que nous, on a observé, c'est de voir qu'une grosse partie de la croissance du e-commerce pendant cette période-là, elle a été drivée par les générations, on va dire, les plus âgées. La Gen X et les baby boomers, qui historiquement avaient peut-être mis plus de temps à sauter le pas sur le e-commerce alimentaire, sur le e-commerce d'autres types de produits. Et pendant cette période, en fait, on s'est aperçu que ça avait été eux qui avaient drivé une part qui avait drivé okay. de la croissance. Et donc ça, c'est aussi important pour les annonceurs dans la façon dont ils communiquent et ils s'adressent à leurs clients, de savoir qu'aujourd'hui, bah, quand on parle de e-commerce, c'est pas uniquement les millennials, la Gen Z, c'est aujourd'hui l'ensemble de la population, et même en particulier les populations de plus de 40 ans.
Donc une accélération et surtout pas de retour en arrière, c'est la vision que tu as, enfin ta synthèse. C'est ce qu'on a vu aussi chez nous. On a des clients qui ne voulaient pas aller sur le e-commerce, enfin n'étaient pas prêts parce que souvent c'est des commerçants qui ont des réseaux de distribution avec lesquels ils veulent pas se fâcher parce que le e-commerce coupe l'herbe sur le pied de leur distributeur. Là, en l'espace de 2 mois, on a dû faire une dizaine de sites e-commerce pour des. Ouais, mais ça, et c'est une question de survie en plus. Ouais, mais ça, comme tu le dis, ça pour moi, c'est un point super important parce qu'on a toujours eu tendance à opposer e-commerce et magasin. Moi, j'ai eu des discussions sans fin, notamment avec des réseaux de franchise où C'est ça. Voilà, la franchise, le patron du magasin, il a son chiffre d'affaires et quand on lui dit je vais te rajouter un site e-commerce au-dessus, il voit ça comme des ventes en moins. Aujourd'hui, on peut plus avoir ce type de discussion. On se doit, et donc ça veut dire mettre en place des modèles économiques de partage, etc. et tout. Mais bon, on voit en fait cette notion, pour moi, vraiment le au-delà du e-commerce, de son accélération. Le point clé, c'est qu'on est enfin, et personne aujourd'hui peut le renier, vraiment dans ce qu'on appelle l'omnicanalité. C'est-à-dire que le e-commerce, maintenant, on voit que les livraisons peuvent partir des magasins, que entre guillemets, on s'en fiche un peu d'où le consommateur où le consommateur achète au final. Il faut qu'il ait une expérience unifiée et cohérente, que ce soit en ligne, sur son ordinateur, sur son mobile, en magasin, et pas voir le e-commerce vraiment comme un renfort du commerce et pas comme une menace. Il faut remettre quand même un peu les choses en perspective. Aujourd'hui, le e-commerce, en gros, c'est plus ou moins 10% du commerce en France. Donc, c'est à la fois beaucoup et pas grand-chose. Et le e-commerce, ça a plus ou moins 20 ans. Donc, en gros, ça grignote 0,5% du marché chaque année. Donc, de toute façon, même si les tendances vont continuer, etc., à s'accélérer, le cœur de la distribution va rester le magasin. Mais avec un e-commerce qui, de plus en plus, va prendre du poids. Et surtout, on doit avancer sur les deux aspects en parallèle de manière la plus unifiée possible et pas opposer ces deux canaux qui, au final, servent les mêmes intérêts, le consommateur d'un côté et le distributeur de l'autre. Avec, selon les marques et les types de comportements, soit de la découverte, soit de la transfo, soit de l'achat. Ouais, exactement. Et ça, t'as complètement raison. Et ça, c'est peut-être aussi un dernier point pour finir sur les tendances qui est pour moi absolument clé. Alors pareil, hein, c'est pas nouveau et c'est encore une fois plutôt une accélération, mais c'est vraiment l'avènement au sein même du digital du mobile. Le mobile, aujourd'hui, ça fait plusieurs années que le trafic mobile a dépassé le trafic desktop. Et j'ai pas besoin de vous sortir des chiffres, de toute façon je les ai pas tous en tête, pour vous dire à quel point le mobile aujourd'hui est prédominant. Si vous voulez vous faire peur, vous allez voir sur votre iPhone ou smartphone le temps passé par jour sur votre smartphone. Vous verrez que c'est plusieurs heures et parfois beaucoup d'heures. Donc le mobile est vraiment aujourd'hui le premier écran des consommateurs. Et donc si c'est le premier écran des consommateurs, ça veut dire que c'est la première vitrine des commerçants. Et ça, c'est vraiment... Alors, je vais tirer un peu le trait, parce que je pense qu'aujourd'hui, plus personne voit ça comme ça, mais historiquement, il y avait des gens qui pouvaient se dire, le mobile, moi, je fais 10% de mes ventes en ligne, et au sein de mes 10%, j'en ai 40% qui sont faites sur smartphone. Donc, au final, le mobile, c'est 4% de mon business. Si on pense comme ça, on n'a pas compris grand-chose et on est mort dans pas longtemps. Le mobile, en fait, comme tu dis, il a la force d'intervenir dans toutes les étapes du parcours d'achat. Dans la phase amont, qui est celle de découverte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la première vitrine d'un commerçant. On parle, alors il y a plein d'acronymes anglophones là-dessus, ROPO, etc. et tout, en gros, pour dire, je peux découvrir des produits sur mon smartphone, ça veut pas dire que je vais les acheter sur mon smartphone. Je peux très bien les découvrir sur mon smartphone et les acheter plus tard sur mon desktop, ou je peux les découvrir sur mon smartphone, comparer des prix, aller voir des reviews clients et les acheter en magasin. Donc ça, si on regarde notamment dans les verticales, enfin dans les secteurs qui nous intéressent, que ce soit la distribution, le textile, la cosmétique, etc. Aujourd'hui, le trafic mobile, c'est 50 à 70%
du trafic global digital, et surtout ça impacte quasiment une vente sur deux. C'est-à-dire que même une vente qui se finit en magasin, quasiment une fois sur deux, elle a été impactée. Voilà, elle a été impactée à un moment du parcours par une interaction mobile. Donc c'est très important de comprendre et de valoriser ce canal, pas uniquement d'un point de vue transactionnel, sinon on va regarder uniquement ces 4%, mais sur ce qu'il apporte à l'expérience client et au parcours d'achat. Bien évidemment, l'aspect transaction, on voit que de plus en plus le mobile grignote le desktop. Et je pense qu'on n'est pas loin d'arriver en France, c'est déjà le cas dans d'autres pays, à un M-commerce, donc un commerce sur mobile qui va dépasser le desktop. Alors ça dépend encore des catégories d'achat. Hein. Lorsque c'est des achats sur des plus petits paniers, des plus petits prix, le mobile peut déjà être devant le desktop. Quand c'est des gros achats, on a encore tendance un peu à privilégier les desktops, mais petit à petit, ça se rapproche. Et puis surtout, le mobile aussi, c'est ce qui permet de finir le tunnel de conversion et également, après-vente, de continuer à échanger avec le client. Et je pense qu'on en reparlera peut-être un peu après, tout ce qui tourne autour des messageries. Donc en fait, aujourd'hui, avec un mobile, on peut découvrir des produits, en acheter et échanger avec la marque derrière. Là où en fait les autres canaux de communication sont en général plutôt centrés. La télé, c'est très bien pour faire découvrir des produits, mais on n'achète pas et on peut pas discuter avec la marque. Le magasin, souvent on y va pour acheter, mais c'est pas forcément là où on découvre les produits et où on s'inspire. Donc ça, c'est vraiment pour moi, s'il y a un truc à retenir pour les e-commerçants, pour les brick and mortar, c'est de vraiment considérer et valoriser cette expérience mobile dans la contribution derrière au business. Ce qui est hyper intéressant en plus, c'est que la friction de la carte bleue du paiement a vraiment été effacée, je trouve, ces 2 dernières années avec les Google et Apple Pay. En termes de portefeuille, mais aussi tout simplement parce que je crois que c'est Chrome mais qui stocke mes cartes bleues. Il suffit de, la friction de la fin de tunnel du checkout est vraiment effacée, je trouve, aujourd'hui, quoi. Ce qu'on a vu aussi avec un autre intervenant sur le panier il y a quelques semaines qui était intéressant, c'est qu'il disait que il faut pas essayer de changer les habitudes des consommateurs. Il y en a qui aiment faire du drive to web, il y en a qui aiment faire du web to drive, enfin du web to mortar, d'autres qui découvrent sur le web. Enfin bref, il faut pas les forcer dans un tunnel qu'on a. Enfin c'était son conseil en tout cas, ne pas les forcer dans un tunnel qu'on a décidé, mais essayer de plutôt leur offrir la diversité des usages. Oui, bien sûr. Ça, de toute façon, c'est l'adage du commerce, c'est client is king. Donc, c'est pas à nous de lui dire ce qu'il faut faire, c'est lui qui fait. Et c'est à nous de nous adapter et à créer les parcours pour qu'il s'y retrouve et qu'il ait des expériences satisfaisantes d'achat et qu'il ait envie de revenir derrière. Très intéressant, merci pour ces chiffres. Alors, si cette fois on va de l'autre côté de la table et qu'on s'intéresse aux retailers. Évidemment, tu l'as dit, il y a eu une accélération. Je trouve intéressant ce qu'a dit le CDO dont tu parlais, qui disait que le Covid a eu plus d'impact que lui en 8 semaines que lui, pardon, en 2 ans. Est-ce qu'il y a des process ou des méthodes qui ont changé aussi? Dans l'approche du retail et du online, j'imagine qu'ils ont accéléré. Ceux qui n'avaient pas d'e-commerce se sont lancés dans l'e-commerce, mais ceux qui avaient déjà un e-commerce, est-ce que dans leurs approches, justement repos par exemple ou autre, est-ce qu'il y a des méthodes, est-ce que tu as vu des tendances chez les retailers? Ce que je disais avant, c'est-à-dire justement sur tout est question de comprendre les parcours des consommateurs qui aujourd'hui sont encore plus complexes en fait qu'avant, parce qu'il y a de multiples touchpoints sur le digital, sur le offline, et en fait là, disons que c'est aujourd'hui c'est cette compréhension des parcours, et donc du coup si on se place d'un point de vue un peu communication et publicitaire, c'est vraiment arriver à comprendre, lorsque je suis un patron marketing d'une enseigne, quelle est la contribution de l'ensemble de mes leviers de communication, que ce soit mes leviers organiques, que ce soit la communication que je peux faire sur les canaux traditionnels, en télé, en radio, en affichage, en prospectus papier. Tu parlais justement de changement, il y en a un qui est pour moi est assez symptomatique, c'est
Alors, on va s'orienter un petit peu sur quand même les grands distributeurs, parce que c'est les seuls qui sont restés ouverts, les grands distributeurs alimentaires pendant le confinement. Ils ont été privés pendant quasiment 2 mois et demi de leur levier de communication principal, qui est le prospectus papier. Normalement, chaque semaine, vous recevez dans vos boîtes aux lettres, un peu moins en ville parce qu'il y a beaucoup de stop pub, etc. Mais en tout cas, dans les zones rurales, on reçoit énormément de prospectus papier qui invitent à se rendre chez Leclerc, chez Aldi, chez Système U pour découvrir les promotions. Et ces magasins, ils continuaient bien évidemment à être ouverts pendant le confinement, mais il n'y avait plus de prospectus papier. Donc nous, typiquement, on a très rapidement, en quelques jours, eu des conversations, alors qu'on avait déjà depuis longtemps, hein, avec beaucoup d'entre eux sur la digitalisation de ce prospectus. Parce que c'est une tendance de fond, que ça colle bien avec les enjeux RSE, que le prospectus digital permet plein de choses que le prospectus papier peut pas. Mais autant vous dire que pour faire changer les mentalités dans de grosses entreprises comme ça prend beaucoup de temps. Là, ils se sont pas posé la question et en quelques jours, on a shifté massivement de toute façon, j'ai plus de catalogue papier. Comment est-ce que je peux mettre en place des dispositifs pour compenser ça, aller pousser mes produits et mes promotions aux consommateurs et continuer du coup à driver du trafic. Donc ça, c'est un bon exemple de comment est-ce qu'en quelques jours, on a pu faire avancer des projets qui étaient dans les tuyaux depuis plusieurs mois, mais qui allaient à un rythme, on va dire, plus tranquille. Ouais, alors que là, ça devenait une nécessité. C'est vrai que je m'étais jamais fait la réflexion sur les prospectus en dehors des grandes villes, parce que tu as raison, dans les grandes villes, on n'en a pas. Mais c'est aussi un point de l'industrie qui prend un coup et en même temps une accélération qui est au final bonne pour la planète et bonne pour l'e-commerçant. Exactement. Ok, très intéressant. Du coup, pour passer peut-être au chapitre suivant, j'aimerais rentrer maintenant dans les outils qui sont à disposition des commerçants et e-commerçants pour vendre plus, pour vendre mieux sur la galaxie Facebook. On prendra quelques exemples, mes chers auditeurs. Je vous invite d'ores et déjà à ouvrir Instagram et Facebook pour qu'on puisse suivre ensemble ce que nous expliquera Guillaume. Peut-être que tu peux nous donner un panorama des outils commerce, e-commerce, retail à disposition des e-commerçants. Ouais. On rentrera ensuite dans le détail de Ouais, leur ouais, bien fonctionnement. sûr. Avec plaisir. Peut-être juste avant de rentrer dans ce détail, quelques chiffres qui sont importants pour comprendre en fait comment, évidemment, on a parlé tout à l'heure des 3,1 milliards d'utilisateurs de Facebook, Instagram et de nos messageries. Mais en face, il faut bien comprendre qu'il y a également beaucoup d'entreprises qui utilisent nos services. Dans le monde, c'est 180 millions d'entreprises qui ont une présence sur nos plateformes. Simplement via une page, via un profil ou via sur Messenger ou WhatsApp. La très grande majorité de ces entreprises utilisent nos plateformes de manière, on va dire, organique ou gratuite. On a 9 millions d'annonceurs sur Facebook, c'est-à-dire c'est 5% des entreprises qui sont présentes sur Facebook qui utilisent Facebook de manière payante, c'est-à-dire comme un média avec de la publicité. Donc ça, c'est quand même très important de garder en tête qu'aujourd'hui, Facebook, ça reste une plateforme qui, pour beaucoup d'entreprises, est accessible de manière gratuite, entre guillemets, pour tout le monde, là où les canaux de communication plus classiques, tout de suite, il y a des coûts à l'entrée. Alors, la télé, je vous en parle pas, mais même pour faire de la distribution de flyers, de l'affichage, de la radio ou autre, ça coûte tout de suite pas mal d'argent que beaucoup de TPE, PME peuvent pas se permettre. Donc aujourd'hui, Et en France, surtout qui sont pas accessibles en self-service. et qui Ce qui est le sont cas en plus de ça pas accessibles en self-service. Et comme tu le dis, la grande puissance aujourd'hui de nos plateformes, c'est que l'outil de base pour utiliser Facebook va être le même pour Amazon, Carrefour, Zalando, Castorama, etc., que pour n'importe quel TPE, PME. Alors ensuite, bien sûr, on va voir qu'on l'utilise pas de la même manière, la maturité et la puissance de ce qu'on peut faire lorsqu'on est un grand groupe avec un accompagnement d'agence, des intégrations techniques évoluées, etc. On va beaucoup plus loin, mais entre guillemets, en quelques minutes, aujourd'hui, n'importe quel TPE, PME peut créer sa page Facebook, créer son compte publicitaire s'il compte médiatiser et lancer une publicité, entre guillemets, en quelques clics. Donc aujourd'hui, en France, il y a une
TPE, PME sur 2 qui est présente sur nos plateformes. Donc ensuite, pour rentrer un peu plus dans le détail, je crois qu'il y a 3 millions d'entreprises en France, hein, c'est ça? Je crois que c'est entre 3, 5 et 4. Donc ça veut dire qu'il y a quasiment 2 millions d'entreprises qui sont présentes sur nos plateformes. Donc ensuite, 2 millions d'entreprises. Je te disais tout à l'heure que chez Facebook, on était 12 pour s'occuper du secteur de la distribution et du e-commerce. Donc même si mes équipes sont extrêmement compétentes, etc., ils peuvent pas s'occuper de 2 millions d'annonceurs. Donc c'est pour ça que nous, on a une organisation où on va se focaliser en termes d'accompagnement direct sur les plus grands comptes, donc les comptes de la grande distribution alimentaire, les Carrefour, Leclerc, Auchan, etc., la grande distribution spécialisée, et une partie des grands sites e-commerce et des grandes marketplaces. Avec eux, on va avoir un accompagnement vraiment au quotidien, on va pouvoir avancer sur plein de choses super intéressantes sur la partie créative, sur la partie intégration technique, sur la partie mesure, parce qu'on verra que c'est très important de mesurer chaque euro investi aujourd'hui en période de Covid, encore plus qu'avant, est super important. Donc c'est primordial de comprendre ce que chaque euro investi rapporte. Mais donc moi, ce que je voulais aborder un peu maintenant, c'est l'ensemble des outils qui sont à disposition en fait de l'ensemble des entreprises, même si elles bénéficient pas d'un accompagnement direct par des personnes chez Facebook. Donc c'est 2 millions, c'est 1,99 millions d'entreprises sur nos plateformes qui utilisent, sur quoi ils se basent pour utiliser au mieux nos plateformes. Première chose, on a ce qu'on appelle un Facebook Blueprint. C'est un site, si vous tapez Facebook Blueprint sur Google, vous le trouverez tout de suite, où on a 90 cours en ligne qui vont vraiment du plus simple. Comment est-ce que je crée ma page? Comment est-ce que je crée mon profil Instagram? Comment est-ce que je crée un compte publicitaire? Jusqu'à des formations un petit peu plus évoluées. Comment est-ce que je comprends les statistiques de ma page? Quelle est mon audience, etc. Jusqu'à des modules les plus avancés. Je parlais tout à l'heure d'intégration technique, où on a ce qu'on appelle Facebook Analytics, qui permet de comprendre de manière avancée sur les sujets d'attribution, etc., ou le développement de ce qu'on appelle les API, qui permettent de manière automatisée, en fait, une des grosses différences entre les très grosses entreprises et les plus petites, c'est toute la partie vraiment automatisation. C'est-à-dire à la fois en push, c'est-à-dire tout ce qui est les audiences, qui sont automatisées, que ce soit les audiences CRM, les audiences du site ou de l'application, et puis également les remontées des données transactionnelles, que ce soit en magasin ou sur les sites e-commerce. Et puis même ça va encore plus loin avec, vous savez que Facebook derrière c'est ce qu'on appelle du bidding, c'est-à-dire une stratégie d'enchère. Donc, lorsqu'on est un e-commerçant très mature, il y a des stratégies d'enchère différentes en fonction des audiences, des produits. Bref, c'est pas le but d'aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que sur Facebook Blueprint, il y a vraiment un ensemble de cours en ligne qui permet, quel que soit son niveau, ça va du CP jusqu'au doctorat. Mais d'appréhender d'appréhender exactement, et de surtout répondre en fonction de votre question. Moi, ce que je veux, c'est juste développer le service client sur Facebook. Comment appréhender Messenger, comment mettre en place des réponses automatiques, parce qu'un client, s'il me contacte à 22h et qu'il n'a pas de réponse, il va pas être content. Par contre, si automatiquement je lui dis à 22h, je suis fermé, je dors. Par contre, dès demain matin, 8h, quelqu'un te répondra. Ou comment est-ce que je mets en place un chatbot plus ou moins évolué qui peut répondre à 80% des questions classiques qu'un client peut avoir. À quelle heure est ouvert mon magasin? Ça, il y a peut-être pas besoin d'avoir quelqu'un pour lui répondre. Ça peut très bien être automatisé. Si on veut développer Instagram et shopping, il y a des modules sur Instagram et shopping. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la base pour appréhender et comprendre un peu, surtout que lorsqu'on est une TPE, PME, on est souvent pas forcément accompagné par des agences, des experts ou autres. Et donc ça permet à tout à chacun de se former. Ensuite, pour aller un peu plus loin, on a d'autres outils, enfin un autre site qui s'appelle Facebook for Business.
Ça va être vraiment un site où vous allez retrouver toute l'actualité, tous les nouveaux produits, toutes les études de cas des plus ou moins grandes marques qui ont utilisé nos plateformes et qui expliquent comment est-ce qu'elles ont développé leur acquisition client, leur notoriété de marque, leur service client, etc. sur nos plateformes. Et il y a beaucoup de bonnes pratiques qui permettent, en fait, lorsque j'ai compris la base, le comment faire, de s'assurer que je fais bien, quoi. Comment faire et comment faire bien. Et enfin, la dernière peut-être ressource qui là va déjà être pour les annonceurs un peu plus un peu plus avancés, mais en fait, on s'aperçoit que même nous sur nos plateformes, des sites e-commerce qui ne sont pas encore des marketplaces à plusieurs centaines de millions ou milliards d'euros, sont déjà très avancés parce qu'en fait, la quasi-totalité de leur budget marketing passe sur le digital et une grosse partie sur nos plateformes. Et donc, on s'occupe de sites qui font quelques dizaines de millions de chiffres, mais qui sont déjà très avancés. Donc ça, il y a ce qu'on appelle Facebook for Developers. Et donc ça, c'est pour justement aller un cran plus loin dans tout ce qui est intégration technique, configuration d'un pixel ou d'un SDK qui sont absolument nécessaires aujourd'hui pour faire du e-commerce. On peut pas faire de l'acquisition et des campagnes performantes sur Facebook ou Instagram sans avoir un pixel sur son site ou un SDK sur son application. Comment développer une API, comment développer des expériences en réalité augmentée, un chatbot Messenger en NLP ou quoi que ce soit. Là, c'est de la documentation un peu plus technique et avancée pour aller, on va dire, encore plus loin. Donc Facebook Blueprints pour tout niveau et pour se former à différents sujets. Facebook for Business qui est vraiment orienté sur le commerce e-commerce et Facebook for Developers sur la partie plus technique. Quand tu parles à des commerçants ou e-commerçants, quel est le genre de friction qu'ils rencontrent? Ou disons, alors je reformule, où est-ce qu'on peut gagner le plus de temps avec ces ressources et pour se lancer sur les plateformes? Bah, je pense que il y a, alors, c'est très intéressant ta question parce que nos outils et nos plateformes ont pas mal évolué récemment. C'est-à-dire que si tu prends, il y a 5 ans, comment faire de l'acquisition sur Facebook, je t'aurais dit, ce qui est absolument clé. Alors évidemment, on va toujours dire que la partie créative, d'avoir des catalogues produits ou des vidéos attrayantes, évidemment, c'est le cœur de la communication. Mais derrière, on axait beaucoup sur les stratégies d'audience, qui est-ce qu'il faut cibler, plutôt les femmes 15-25 ou les femmes 15-25-35, plutôt sur telle zone géographique, plutôt avec tel produit, etc. Et donc, on se, entre guillemets, complexifiait beaucoup pour aller trouver où étaient les poches les plus rentables. Aujourd'hui, avec le développement de l'intelligence artificielle et du machine learning, il y a une automatisation de tous ces procédés qui est absolument énorme et qui aujourd'hui prend entre guillemets presque 100% de l'intelligence historique des gens qui faisaient des campagnes sur Facebook, où en gros on va se dire, si je caricature, je suis un e-commerçant. Alors, la base, c'est d'avoir les prérequis techniques, donc comme j'ai dit, d'avoir mon pixel sur mon site, d'avoir mon catalogue produit dans Facebook à jour, avec les bons prix, les bons niveaux de stock, etc. Et quand j'ai ça, ma page Facebook, je peux commencer à lancer des campagnes. Mais derrière, en fait, ça va être beaucoup plus simple parce que si je tire le trait, on va dire, je sais pas, tu as 100 à mettre pour cette campagne. Te pose pas la question s'il faut cibler les hommes, les femmes, Paris, la province, tel âge ou quoi. Lance la campagne et c'est l'outil et le machine learning qui va lui-même définir quelles sont les audiences qui répondent le mieux et qui sont le plus appétentes à acheter tes produits. Et en gros, l'algorithme, il va voir que ce sont plutôt telle catégorie de personnes qui vont sur le site et qui derrière convertissent. Et donc derrière, il va orienter la majorité du budget de la campagne sur ces personnes-là. Donc il n'y a plus à se poser la question, est-ce que les chaussures ou le chapeau, faut que je le pousse plutôt à telle ou telle audience? On a d'un côté un catalogue produit avec 10 références, 100 références, 20 millions de références si on est une marketplace.
De l'autre côté, 39 millions d'utilisateurs sur Facebook, et tout le travail de quel produit va rencontrer quel consommateur, c'est le machine learning qui le fait. Et on a fait beaucoup de tests avant de lancer ces produits. C'est dans 100% des cas en fait plus efficace qu'une intelligence humaine derrière. Et donc ça facilite énormément le lancement et le scaling en fait des campagnes sur Facebook et Instagram. C'est assez drôle ce que tu dis, et je m'en veux parce que j'ai un gros trou de mémoire, mais je sais que parmi les derniers épisodes du panier, je me demande si c'est pas Wikaza, mais j'ai un doute, mais quelqu'un m'avait dit exactement ça. Ils avaient passé des semaines à faire de l'optim, et puis un jour ils ont juste laissé courir l'algo. Voilà. Au final, le ROAS était meilleur, donc le return on ad spend était meilleur. Ouais, et intellectuellement, c'est pas simple parfois de se dire de lâcher les. Mince, j'ai une machine qui fait mieux que moi. Alors encore heureux, il y a plein de choses que l'être humain fait aujourd'hui beaucoup mieux et continuera à faire que les machines, mais en tout cas, les algorithmes publicitaires aujourd'hui sont plus efficaces que les meilleurs spécialistes de Facebook ou communicants. Après, en fait, ça veut pas du tout dire qu'il y a plus d'intelligence derrière, mais en fait, l'intelligence, elle va remonter d'un cran sur l'orchestration d'un plan marketing dans sa globalité, sur les typologies de campagne, c'est-à-dire comment est-ce que j'adresse mes différents segments de clients entre ma prospection, ma fidélisation, j'ai mes campagnes de retargeting d'un côté, mes campagnes d'acquisition de l'autre. Enfin, il y a plein de choses à faire en top de ça, mais en tout cas, il y a une grosse partie qui a été automatisée. C'est le principe de. Je vais te prendre un autre exemple, c'est de se dire. Moi, ma marque, est-ce qu'elle parle plus aux utilisateurs d'Instagram ou aux utilisateurs de Facebook? Bonne question. Et déjà, c'est quoi un utilisateur de Facebook, un utilisateur d'Instagram? Il n'y a pas de profil type. Donc avant, on allait se dire, allez, je suis un peu plus fashion, je vais aller mettre 60% sur Instagram et puis 40% sur Facebook parce que le reach de Facebook est toujours supérieur à Instagram et tout. Là, on me dit, au lieu de faire ton 60-40, tu mets 100. Et en fait, tu verras bien là où ça fonctionne le mieux. Et entre guillemets, la réponse à ta question, tu l'auras à la fin de la campagne et l'algorithme t'aura dit, j'ai dépensé 64% sur Facebook et 36% sur Instagram. En fait, c'était ça le plus efficace. Ce qui marche le mieux, quoi. Et voilà, et t'aurais pas pu, à moins d'avoir un gros coup de chance, une chance sur 100, le savoir avant. Alors, tu as dit un truc intéressant sur lequel oui, bien sûr intéressant, mais sur lequel j'aimerais rebondir. Tu as dit la base pour pouvoir jouer avec tous les outils, c'est d'avoir le pixel Facebook, ça c'est assez simple à faire, et c'est d'uploader, enfin en tout cas d'avoir son catalogue produit à dispo dans Facebook pour pouvoir ensuite l'utiliser sur les différentes plateformes. C'est quelque chose qui est assez simple à faire. Je crois qu'on pose parfois la question, en tout cas, on peut soit les créer à la main, les produits, soit faire des imports, soit faire des connecteurs. Ce qui m'amène à une question, est-ce qu'il y a des plateformes avec lesquelles vous travaillez plus que d'autres? Je crois qu'il était question de Shopify à une époque. Ouais, non, on travaille avec l'ensemble avec en tout cas beaucoup de partenaires ou même on a chez Facebook ce qu'on appelle des FMP, c'est des Facebook Marketing Partners. Donc ça, c'est des gens avec qui on travaille régulièrement, qui ont été certifiés, etc. et tout, et qui peuvent du coup aider les commerçants et les e-commerçants à appréhender nos plateformes, notamment pour mettre en place les connecteurs sur le catalogue, etc. Parler de Shopify, PrestaShop, enfin tous les acteurs là-dessus. On travaille avec Lengo. S'il y a beaucoup d'e-commerçants qui nous écoutent, c'est des noms qui leur parleront. Et même des gens qui ne sont pas des Facebook Marketing Partners, de toute façon, nos outils sont ouverts et on peut utiliser n'importe quel type de connecteur pour mettre en place son catalogue. Mais encore une fois, si demain je suis un restaurant et que je veux créer ma page et avec les 5 plats du jour, je peux aussi manuellement créer mes 5 plats. Si demain je suis Cdiscount et que j'ai des dizaines de millions de références, il faudra un paquet de monde pour le faire manuellement. Donc eux, ils sont évidemment tout automatisés.
D'où l'importance des connecteurs ou des API qui permettent de communiquer. Mais c'est d'ailleurs un enjeu fort, hein, c'est de faire communiquer les systèmes, parce que au-delà du catalogue produit, il y a aussi les stocks, les prix. Enfin, il y a un ensemble de sujets, un Exactement. ensemble de points en tout cas pour les commerçants qui sont hyper importants de communiquer de manière homogène entre les différentes plateformes. Ouais, exactement. Donc c'est à la fois de la productivité et puis même de l'efficacité, parce qu'en effet, les prix peuvent changer, les niveaux de stock et les ruptures, ça arrive. Et donc, si on veut être sûr d'être en permanence, et d'ailleurs, là, on parle de la partie produit, mais c'est aussi très important pour la partie audience. CRM, C'est-à-dire, voilà, audience. vous avez aujourd'hui, par exemple, des, euh, des audiences que vous pouvez utiliser, que ce soit des audiences physiques via des cartes de fidélité et tout, si vous avez des magasins, ou les visiteurs de votre site. Bah, ça, c'est des audiences que vous allez utiliser, avec lesquelles vous allez jouer pour lancer vos campagnes. Et vous savez tous derrière qu'avec le RGPD, et puis même avant le RGPD, il faut un consentement pour utiliser ces audiences derrière à des fins publicitaires. Le fait d'être automatisé en API, par exemple, avec ce qu'on appelle l'audience API, bah, permet en permanence, si j'ai un client qui s'opt out, et ben voilà, d'être conforme avec la loi et de le sortir automatiquement de mes bases de retargeting. Là où avant, bah, si je fais un upload tous les mois, il peut potentiellement rester des gens qui se seraient opt-out. Alors après, il y a une jurisprudence et tout ça qui fait qu'il y a une certaine flexibilité pour les annonceurs avant de matérialiser, par exemple, une personne qui s'opt-out. Mais en tout cas, d'un point de vue juridique, d'un point de vue productivité, d'un point de vue efficacité, vraiment, le maître mot, c'est automatiser et connecter au maximum, parce que derrière, ce sera plus efficace et c'est ce qui prendra aussi le moins de temps aux équipes. Et le temps, c'est de l'argent. Compris. Est-ce qu'on peut rentrer du coup sur le panorama des solutions, les principales solutions e-commerce, commerce Ouais. Du groupe Facebook? Ouais, alors je vais centrer un peu bien sûr sur la partie e-com, mais globalement ce qu'il faut garder en tête, c'est que sur un funnel marketing classique, euh, on a un ensemble d'outils qui permet vraiment d'adresser les différents niveaux, c'est-à-dire que très haute funnel, donc ce qu'on va appeler la notoriété, la considération, même les e-commerçants qui sont très héroïstes et très performants, donc très bas de funnel, évidemment on veut faire des ventes, nous notamment avec les grosses plateformes de e-commerce, il faut aussi travailler la marque, même si c'est pas la majorité des budgets. Si je n'ai que des campagnes de performance héroïstes où j'envoie mon catalogue produit, bah, au bout d'un moment, mon audience, elle va un petit peu manquer d'inspiration et puis elle risque potentiellement de s'assécher un peu ou autre. Donc c'est important d'avoir des temps forts de marque, de communication où on ne parle pas où on ne pousse pas forcément du prix, de la promo et du produit, mais où on parle de la marque, on transmet ses valeurs. Notamment, tu parlais aujourd'hui c'est assez intéressant si on fait juste un petit pas en arrière sur les tendances observées pendant le Covid. On a vu beaucoup de choses autour de l'engagement des marques et l'aspect en fait, la responsabilité sociétale des marques et le fait que les gens aujourd'hui, les consommateurs attendaient des marques qu'elles s'engagent. J'ai quelques chiffres, il me semble, c'est quasiment un consommateur sur deux, je crois 47% des internautes sur une étude qu'on a faite qui déclarent en fait que pendant le confinement ou la crise, ils étaient passés à un autre produit ou à un autre service parce qu'ils considéraient que l'entreprise n'était pas en adéquation avec leurs valeurs personnelles. Et inversement, on a beaucoup de consommateurs qui déclarent avoir acheté pour une première fois un produit après avoir pris connaissance des valeurs ou des causes soutenues par l'entreprise. Donc vraiment cet aspect sociétal, on voit se développer de plus en plus de ce qu'on appelle des entreprises à mission. Il y a un très beau speech de Brice Rocher, le patron du groupe Rocher et de la marque Yves Rocher, récemment, là, il y a quelques jours que je regardais autour de toute cette dimension qui est vraiment très, 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 très forte. Et donc ça, typiquement, c'est des choses qu'il faut aussi travailler en parallèle de l'aspect très, on va dire, héroïste des campagnes d'acquisition, des campagnes de retargeting, etc. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect marque. Et là, dans l'aspect marque, l'aspect vraiment créatif, qualité de la créa et surtout adaptation, on parlait tout à l'heure du mobile, à l'environnement mobile.
On en voit de moins en moins, mais je continue parfois à être choqué de voir, par exemple, tout simplement des vidéos horizontales sur Facebook ou Instagram. Pour information, Instagram, 100% quasiment du trafic d'Instagram est mobile. Et sur Facebook, c'est plus de 90%. Donc, si vous poussez aujourd'hui une vidéo qui est horizontale, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, hein, une bande horizontale sur un smartphone, on perd un tiers, on perd un tiers de l'impact ou de la qualité de la vidéo. Pareil, est-ce que l'algo pénalise ce genre de pratique? En fait, l'algorithme, alors c'est une très bonne question, parce que ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'algorithme va pousser les contenus qui sont le plus en adéquation avec les consommateurs. C'est-à-dire qu'on ne va rien empêcher, au-delà évidemment de ce qui enfreint nos terms and conditions. Mais si, entre guillemets, j'ai une créa absolument pas quali, typiquement horizontale, et puis qui dure 5 minutes et qui est pas sous-titrée, parce que juste avant de répondre à ta question, les quelques bonnes pratiques, vu que c'est aussi l'objectif, c'est donc évidemment un contenu optimisé pour mobile. Optimisé pour mobile, ça veut dire vertical, idéalement, ou au moins carré, mais pas horizontal. Ça veut dire assez court. On est quand même sur des environnements, réfléchissez à votre propre consommation de Facebook ou d'Instagram. Souvent, même si aujourd'hui, on en parlera peut-être après, il y a des zones de Facebook et Instagram qui permettent de consommer du contenu vidéo beaucoup plus long. Lorsqu'on est sur le fil d'actualité, c'est une consommation courte, assez éphémère, donc il faut que ce soit impactant, donc court, qu'on comprenne sans le son, parce qu'on peut avoir le son, mais très souvent, notamment quand vous êtes en réunion ou autre, vous n'avez pas le son sur Instagram, donc on a besoin de comprendre ce que veut dire la marque, soit avec des sous-titres, en faisant apparaître le bénéfice produit rapidement ou autre rapidement. Donc toutes ces bonnes pratiques, c'est vraiment super important pour être efficace. Et pour revenir à ta question, en fait, l'algorithme, lorsqu'on va diffuser, que ce soit d'ailleurs une publication organique, donc gratuite, qui va venir toucher un pourcentage de votre communauté, ou que ce soit une campagne publicitaire, l'algorithme va venir voir si c'est en adéquation avec les utilisateurs. Est-ce qu'ils cliquent? Est-ce qu'ils regardent la vidéo? Est-ce qu'ils aiment? Est-ce qu'ils achètent derrière? Et entre guillemets, plus ça va répondre et entre guillemets satisfaire les consommateurs, plus derrière on va diffuser. Donc en diffusion organique, ça veut dire plus votre reach va être important sur votre communauté. Si vous faites vraiment un post qui plaît à votre communauté, vous allez peut-être toucher 20% de votre communauté, alors que si vous faites un truc où personne réagit, personne regarde parce que ça leur convient pas, vous allez en toucher 2%. Et c'est pareil en médias payants, c'est-à-dire qu'entre guillemets, on rend moins cher le média qui plaît aux consommateurs que celui qui ne plaît pas. Donc les performances, c'est presque un cercle vertueux. On se rend service à soi-même, en tout cas à sa marque, en faisant des choses qui collent avec. Exactement, parce qu'en plus de ça, en plus d'avoir des meilleurs taux de transfo et tout ça, nous-mêmes, l'algorithme de bidding va faire que ça va être moins cher. Et donc, par exemple, demain, rien ne m'empêche de pousser des produits de puériculture à des gens de plus de 65 ans, qui a priori n'ont pas d'enfants en bas âge. Rien ne m'empêche de le faire, mais en plus d'avoir des performances sûrement mauvaises, entre guillemets, Facebook va rendre cette communication très chère, presque un petit peu pour dissuader l'annonceur de faire ça, parce que c'est pas efficace pour lui, et en plus de ça, ça correspond pas aux attentes des personnes de plus de 65 ans sur Facebook d'avoir pour les petits enfants. Alors pour les petits enfants, c'était peut-être pas le meilleur exemple, mais tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, évidemment. Ok, donc là on est dans la partie, on va dire, découverte conquête. Une fois que j'ai réussi à faire connaître mes produits, enfin connaître ma marque, pardon, il faut que je transforme. On va évidemment parler de Facebook Shops, qui est la nouveauté de cet été. J'aimerais qu'on parle aussi de Instagram Checkout et de Shopping, et de comment les trois communiquent ensemble, et de ce qui se passe ensuite sur la communication avec l'utilisateur, donc l'usage, j'imagine, de Messenger et de WhatsApp for Business, dont tu pourras certainement nous donner des nouvelles ou une roadmap. Yes. Oui, alors en effet, peut-être juste avant de rentrer dans Shop, donc là je parlais de l'aspect haut de funnel branding, évidemment qu'aujourd'hui la grosse partie des investissements quand même des e-commerçants et puis même des retailers traditionnels, c'est autour de
sur le brick and mortar du drive to store, et sur le e-commerce, acquisition de nouveaux clients ou fidélisation, achat supplémentaire d'une base de clients existants. Et donc là, le point vraiment très important pour moi, on a vu que d'un point de vue comment faire, on a parlé beaucoup d'optimisation, d'avoir les bons prérequis techniques, le pixel, le catalogue, etc., les bonnes audiences. Là-dessus, vous trouverez tout sur Facebook Blueprint. Mais ensuite, le point qui est vraiment important, c'est l'aspect mesure. Et je sais pas à quel point vous avez peut-être déjà abordé ça avec d'autres participants du panier, mais aujourd'hui, le e-commerce mesure la performance de ces canaux d'acquisition via ce qu'on appelle l'attribution. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, c'est un sujet éminemment complexe et c'est pas le but aujourd'hui, mais en gros, on se dit aujourd'hui, moi je suis e-commerçant, j'investis sur différents canaux. Au final, j'ai 100 ventes par jour sur mon site. Comment est-ce que mes gens sont venus? Il y en a qui viennent de manière naturelle, en organique. Il y en a qui viennent via les moteurs de recherche. Il y en a qui viennent via Facebook et Instagram. Il y en a qui viennent via d'autres sites, etc. Et donc, c'est de comprendre quelle est la contribution de chaque canal. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment très complexe, et notamment ce que je disais tout à l'heure avec l'avènement du mobile. Parce que si je tire le trait, aujourd'hui, un e-commerçant, et si on en a beaucoup qui nous écoutent, je pense que ça leur parlera, la plupart des e-commerçants utilisent ce qu'on appelle une attribution au last click. C'est-à-dire que je vais donner le crédit de ma vente au média qui m'a amené le dernier clic avant la transaction. Et ça, on l'a vu, le mobile, même si on achète sur mobile, que la part du m-commerce augmente, le mobile reste avant tout ultra puissant pour la phase de découverte. Donc, si je découvre un produit via mon mobile, mais qu'ensuite je l'achète plus tard sur un site ou autre, entre guillemets, je ne vais pas valoriser cette découverte. Donc, derrière, il y a plein de moyens, d'autres types de modèles. On peut aussi, moi je connais certains e-commerçants, parfois dans le textile, qui utilisent le contraire. Ils utilisent le first click. Alors là, ça survalorise le canal qui a participé à la découverte, mais pas le finisher. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que l'attribution, il n'y a aucun modèle parfait. Donc, il faut trouver le meilleur modèle. Maintenant, il y a des modèles data-driven, etc., qui permettent de sortir un peu des problèmes du last click, du first click ou de tous les autres modèles. Et il y a surtout une autre chose qu'on peut mettre en parallèle, et notamment sur nos plateformes, qui est super intéressante, et ça, avec tous les gros e-commerçants, une grosse partie de mes équipes travaillent sur ces sujets-là, c'est ce qu'on appelle la notion d'incrémentalité. C'est-à-dire, entre guillemets, un bon vieil A/B testing, comme on s'en parlait tout à l'heure, juste avant d'enregistrer, que parfois le commerce était un éternel recommencement et qu'on revenait 20 ans en arrière mais avec des nouvelles technologies. Là, c'est pareil, l'A/B testing, c'est comme ça qu'on testait déjà il y a 30 ans et on continue à le faire pour le e-commerce. On va se dire, pour sortir de cette considération de l'attribution qui est imparfaite, je vais simplement, au sein de mon audience, mettre une partie des gens de côté qui ne verront aucune publicité sur Facebook et sur Instagram pendant un mois, par exemple. Et puis, l'autre partie qui verra des publicités. Okay. Mais ma campagne tourne et à la fin, je compare tout simplement les gens qui ont vu la publicité versus les gens qui ne l'ont pas vue. Et toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'à côté, ils ont pu être exposés à n'importe quelle autre sollicitation publicitaire, mais il y en a qui ont vu, il y en a qui n'ont pas vu. Et derrière, je compare les deux et c'est ça qui va me donner en fait l'incrémentalité de vente apportée par le canal de communication. Et donc ça, pour le coup, lorsqu'on veut aller un cran plus loin dans la mesure de la performance, ces notions d'incrémentalité sont importantes. Elles sont importantes, mais je voudrais aussi dire ça peut paraître un petit peu complexe, mais d'un point de vue mise en place, et encore une fois, il y a des modules là-dedans dans Facebook Blueprint, c'est assez simple. C'est-à-dire en quelques clics, on dit juste sépare-moi mon audience, exclus-moi 10% de mon audience à des fins de test. Vous faites tourner votre campagne et à la fin, vous aurez vos 2 lignes qui vous montreront la différence. Et si par exemple, j'ai investi 10 000 euros sur ma campagne, derrière, je verrai que j'ai généré, je sais pas, par exemple 50 000 euros de revenus supplémentaires. Et ensuite,
en bon marketeur, je vais me dire, est-ce que un retour sur investissement de 1 pour 5, c'est suffisant par rapport à mes niveaux de marge, par rapport à mes objectifs, etc. On peut même aller plus loin en se disant, bah voilà, ce retour sur investissement, je l'ai eu sur tel type de produit, mais pas sur d'autres. Donc peut-être que les campagnes sont plus efficaces sur certains types de produits, mais moins sur d'autres de mon catalogue. Donc vraiment, je voudrais insister là-dessus sur cette maturité dans la mesure de la performance qui est vraiment clé pour en fait tirer le maximum des plateformes. Et je dis ça Et sur qui Facebook, mériterait, surtout sur le sujet de l'attribution, mais qui mériterait des heures de des heures, discussion. exactement. Je sais même pas s'il y a une solution d'ailleurs, c'est plutôt des concepts à mettre en place. Oui. Dans son bise. Sur oui, Sur l'attribution et la traçabilité de l'achat, premier clic, last click, et le parcours de découverte d'un utilisateur qui va finalement effectuer son achat. c'est ça. Le point, moi, si vraiment j'ai un conseil à donner là-dessus, c'est de ne pas être dogmatique, de tester. Typiquement, regarder qu'un seul modèle d'attribution, c'est imparfait. Donc, tester. Qu'est-ce que ça donne en last click? Qu'est-ce que ça donne en first click? Vous verrez que c'est pas les mêmes leviers et canaux qui remontent. Essayez de trouver le meilleur modèle d'attribution et surtout faire des tests d'incrémentalité à côté pour avoir, en gros, voilà, plusieurs vues différentes et à partir de ça, essayer de prendre les meilleures décisions derrière. Tu voulais du coup que peut-être que je vais vous parler un petit peu de Facebook et d'Instagram Shop parce que ça a été une grosse annonce qui a été annoncée par Mark Zuckerberg lui-même et Dieu sait qu'il fait pas beaucoup d'annonces publiques d'un point de vue produit, d'un point de vue vraiment produit côté annonceur. En général, il prend la parole sur les évolutions utilisateurs, sur le lancement des stories, de Reels, etc. et tout, mais beaucoup plus rarement. Mais comme c'est vraiment, je vous le disais, la vision de Facebook aujourd'hui autour du commerce, c'est le cœur du réacteur. Il a souhaité en parler et surtout que lui-même s'est impliqué pour lancer ça plus rapidement que prévu parce que c'est arrivé pendant le confinement. Et on sait en interne que ça a été accéléré justement pour permettre à toutes ces TPE, PME qui pendant le confinement n'avaient pas forcément de site, qui avaient des magasins fermés, etc., d'avoir au moins une possibilité de partager leurs produits et leurs boutiques sur Facebook et Instagram. Donc le concept de Facebook et d'Instagram Shop, c'est vraiment une réponse pour accélérer la digitalisation des entreprises et notamment des plus petites, même si on verra juste après que la plupart des grosses entreprises aujourd'hui se sont déjà mis sur Shop, mais à la base c'est vraiment pour aider tout ce vivier de TPE, PME et de leur rendre en fait le commerce plus simple sur nos plateformes et comme tu le disais tout à l'heure en réduisant un maximum de friction. Ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que Facebook Shop, donc ça existe déjà. Vous verrez, on pouvait, si vous voulez, je vous donnerai quelques noms après de marques où vous pourrez aller voir à quoi ça ressemble. Mais ce qu'il faut bien comprendre, le premier truc déjà, c'est comme je vous ai dit en intro, c'est que c'est gratuit. Donc en fait, même monter un site e-commerce, même si aujourd'hui on peut en faire des très beaux pour pas beaucoup d'argent. Là, c'est gratuit au-delà des ressources pour mettre en place son flux, etc. 2, c'est mobile first, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la très très grande majorité du trafic sur Facebook et Instagram est mobile. Donc toute l'expérience de votre boutique sera optimisée pour mobile, c'est full screen, etc. Ce sont des boutiques qui du coup sont accessibles à partir des profils et des pages Instagram des marques. Donc par exemple, si vous voulez aller sur Instagram ou sur Facebook, je vous conseille par exemple d'aller voir le compte Adidas sur Instagram et vous verrez en haut du profil que vous avez en fonction de si c'est en anglais ou en français votre configuration. Vous allez voir la boutique ou Access Shop et vous verrez à quoi ça ressemble. C'est une boutique qui est également personnalisable, c'est-à-dire que vous pouvez choisir des couleurs, des types de boutons, etc. pour que ça matche le plus possible avec votre environnement et vos codes de marque. Vous pouvez choisir des cover pictures, vous pouvez classer vos produits par exemple par type de collection, si vous êtes dans le textile, une collection hiver, une collection été, homme, femme, produits en promo, produits pas en promo, vraiment comme sur un site internet. Et avec, si vous cliquez en haut à droite, la possibilité de, comme tu l'as dit, de filtrer par
catégorie de produits. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on va sur Shop All Products, on se retrouve avec des filtres qui sont les mêmes que vous pourriez avoir sur votre site. Hein. Exactement, exactement. Et donc, on a aussi la possibilité du coup de sauvegarder des produits et de se créer une wishlist ou un basket qui est multimarque. Donc là, si je vais sur Adidas et que ensuite je vais sur Nike, j'ai pu sauvegarder deux chaussures Adidas et un jogging Nike. Et ensuite, et c'est là que du coup je vais vous donner un petit peu de perspective sur la roadmap de Facebook. Aujourd'hui, on teste ce qu'on appelle le paiement natif, c'est-à-dire le paiement au sein de nos plateformes aux États-Unis. C'est-à-dire que pas mal de marques américaines ont accès aujourd'hui à ce qu'on appelle par exemple le Instagram Checkout, qui permet de payer directement dans Instagram, que ce soit dans Instagram Shop ou même d'ailleurs sur une publicité, sur le fil d'actualité ou dans une story. Ça, ce n'est pas encore aujourd'hui disponible en France. C'est-à-dire que si vous allez sur le Instagram ou Facebook Shop d'une marque française, lorsque vous êtes sur la fiche produit, vous allez être redirigé vers le site marchand, qui est une certaine friction. Mais demain, ce paiement natif qui est aux États-Unis va arriver probablement en Europe et en France et donc permettra de finir le parcours d'achat directement dans Instagram avec la possibilité d'enregistrer l'adresse de livraison, le mode de paiement pour ensuite avoir simplement une expérience en quelques clics. Je vais sur la chaussure, je choisis la taille de ma chaussure, la couleur, je confirme que c'est bien cette carte bancaire, je confirme que c'est bien cette adresse de livraison, j'envoie et derrière c'est Instagram qui transmet les informations aux marchands et je suis livré sans avoir eu même à sortir de l'écosystème où j'étais sur Instagram, parce qu'on sait qu'il y a des gens, voilà, quand ils sont sur Instagram, même s'ils sont intéressés par un produit, ils veulent pas forcément l'acheter tout de suite. Là, ça permet, sans sortir de la plateforme, de terminer son achat. Donc ça, alors tu as donné l'exemple d'Adidas et si vous l'avez suivi en direct sur Instagram, vous pouvez tester aussi. Tu m'as donné une marque tout à l'heure qui est sympa, qui s'appelle Octobre Édition. Octobre espace édition au pluriel sur Facebook, qui elle aussi là va lister son catalogue produit de la même manière avec des collections, des produits, je retrouve ma wishlist. Ok, je la vois. Ok. ouais. Je te laisse reprendre, pardon. Ouais, bien sûr. Je testais en parallèle. Bah oui, évidemment, je suis allé sur L'Oréal Paris sur Facebook. Voilà, vous verrez, ils ont aussi monté leur Facebook Shop. Je pense qu'aujourd'hui, la très grande majorité, en tout cas des grandes marques, ont mis en place ce shop. Et donc, je vous invite tous, si vous êtes e-commerçants également, à développer ça. Ce qui est très intéressant, en plus, c'est que, entre guillemets, dans le back-end, vous n'allez construire qu'un seul shop qui sera disponible du coup sur Facebook, sur Instagram. Si demain il y a un produit qui est plus disponible, bah, vous l'enlevez du back-end. La coquille s'appelle Commerce Manager au sein des outils Facebook et ça mettra à jour directement votre boutique sur Facebook, votre boutique sur Instagram. Surtout qu'en plus de ça, c'est pas encore disponible, mais la roadmap, c'est de développer aussi ces boutiques sur Facebook et sur Messenger et sur WhatsApp. Donc demain, entre guillemets, pour avoir 4 boutiques, vous aurez simplement une seule coquille derrière. Avec la possibilité de choisir où on envoie les produits. Est-ce que je peux dire que certains produits sont disponibles dans Messenger et d'autres dans Insta? Ouais, alors là, tu me poses une mini-colle. Ok. Mince, je pensais pas que tu allais me coller. Mais j'aurais envie de te dire, je pense que oui, mais j'en suis pas sûr à 100%. Est-ce que, Yeah. alors juste que je comprenne bien la différence entre, donc je suis sur le shop de Nike, entre ça et Instagram Shopping. Donc, alors Instagram Shop, en fait, vraiment la shop, c'est un produit à part entière. Donc, c'est la vitrine, c'est le site e-commerce entre guillemets du marchand au sein de Facebook et de Instagram. Là où shopping, en fait, ça va être le tagging de produits au sein d'une publication, que ce soit une publication organique. Demain, je décide sans payer de poster quelque chose, je peux directement, je pose une photo par exemple de mannequin qui porte un jean. Derrière, j'ai la possibilité de taguer le produit pour qu'apparaisse le jean, pour qu'ensuite, lorsque le consommateur
va passer sur son fil d'actualité, voir le post de Kiabi. En cliquant simplement sur la photo, il va avoir la fiche produit qui apparaît. Mais il n'est pas dans l'écosystème, dans cette boutique où il a l'ensemble des produits de la marque. L'intégralité des produits. Un post ou une publicité. D'ailleurs, on a la possibilité sur une seule publication de taguer plusieurs produits. Par exemple, vous prenez des publications d'IKEA, de la Redoute Intérieure ou de Maison du Monde. Souvent, c'est par exemple une photo d'un salon dans lequel vous avez la fiche produit de la chaise, de la table et du canapé. Compris. Et donc, pour terminer sur la partie shop, je vous ai dit que donc ce qu'allait arriver, c'est l'extension de ces shops sur WhatsApp et sur Messenger. L'autre chose qui va également arriver à terme, c'est l'intégration du checkout, donc le paiement natif dans ces plateformes pour réduire les frictions. Le troisième point, c'est également petit à petit le déploiement de la réalité augmentée, donc le fait de pouvoir avoir au sein des boutiques et des Facebook et Instagram des expériences de réalité augmentée qui, on le sait notamment dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine de l'aménagement de la maison, sont de plus en plus utilisés et à terme vont devenir de plus en plus importants et peut-être même à un moment une norme sectorielle. L'avant-dernier point, c'est l'intégration également. Donc là, on est plus déjà dans des sujets un peu avancés, peut-être un peu plus pour les grandes marques, mais à terme, ça devrait être le cas pour tout le monde. C'est l'intégration des programmes de fidélité, c'est-à-dire que je puisse avoir au sein de Facebook ou Instagram Shop les mêmes avantages que j'aurais en me connectant sur un site marchand où je suis reconnu, et si par exemple, si je suis un client fidèle ou que j'ai une réduction de 10%, que je puisse avoir cette même expérience sur la boutique Facebook ou Messenger. Et le dernier point, c'est de relier tout ça à nos plateformes de messagerie, parce que dans le dernier point, excusez-moi, c'est l'intégration bientôt aussi des lives et le fait de pouvoir connecter ma boutique avec des expériences de live. Par exemple, si je suis une marque, que j'ai un reveal produit ou un tuto beauté, le fait de pouvoir directement en bas du live, lorsque je montre comment m'appliquer une crème, avoir la fiche produit en dessous pour pouvoir derrière, en un clic, effectuer l'achat avec un paiement natif qui me permet en 2 clics suite à un tuto, d'acheter le produit sans avoir à aller le chercher sur le site de la marque, par exemple. Donc tout ça, c'est les développements futurs qui vont arriver dans les prochains mois ou années et qui, au final, devraient créer vraiment une expérience assez sympa. C'est génial, ça laisse présager pas mal de choses sur plein de sujets. Là, je pensais notamment à l'influence. Aujourd'hui, il y a toujours une rupture de canal et en plus une négociation en amont qui doit être faite. Là, on peut imaginer du coup ce qui ferait l'objet d'ailleurs d'un épisode à part entière, mais du social shopping, comme ça se passe déjà beaucoup en Chine, où au final chacun peut créer sa boutique presque, c'est ça, de produits qui sont soit les siens, soit d'autres. En fait, ça, c'est déjà disponible. Justement, tu parlais tout à l'heure de shopping. Aujourd'hui, un influenceur, si entre guillemets il s'est accordé avec une marque en amont, une marque peut partager par exemple son catalogue produit ou un produit de son catalogue avec un influenceur pour que l'influenceur, lorsqu'il va poster, tague lui-même de produits. Alors là, je peux pas vous montrer de vidéo, mais il y a une vidéo, il y a un influenceur aux États-Unis qui présente un produit, une montre Michael Kors. Il a tagué ça sur son post qui a fait des millions de vues. Et lorsque vous cliquez sur la fiche produit, vous arrivez directement sur le Facebook Shop de Michael Kors. Et la seule chose, c'est que apparaît en haut de la publication partenariat rémunéré pour qu'on sache que voilà, c'est un influenceur qui met en avant un produit dans une logique de transparence. Mais ça existe déjà, mais c'est une tendance évidemment qu'on voit accélérer énormément, qui vient d'Asie. Enfin, le live streaming et le téléachat version 3.0 sera clairement une tendance du futur. Est-ce que tu as pour finir parce que le temps file, j'aimerais juste comprendre comment Messenger et Facebook et WhatsApp s'inscrivent et plutôt avoir une roadmap de la suite sur ces deux plateformes, et ensuite on ouvrira sur ta vision
des 5 à 10 années à venir sur le e-commerce. Je serais heureux d'avoir ton insight. Du coup, premier point, tu as une roadmap sur sur le checkout complet dans les applications? Alors non, on a Pour les aujourd'hui, on Français, pardon, partage bien sûr. voilà une vision. C'est sûr que dans une logique de développer et de faciliter le commerce et de réduire les frictions, qui sont vraiment l'objectif de Facebook là-dessus, on le sait tous que la partie transactionnelle est absolument clé, donc le développement du paiement natif est absolument clé. Vous pouvez voir si vous cherchez un peu dans la presse ou autre qu'on a fait des tests, notamment au Brésil sur WhatsApp, qu'il y a des tests sur Messenger aux États-Unis et sur Instagram. Et donc globalement, au final, la vision, c'est de permettre le checkout sur l'intégralité des plateformes. Maintenant, sur le fait de pouvoir de dire quand est-ce que ça va arriver, dans quel pays, sur quelle plateforme. Ça aujourd'hui, on n'a pas de visibilité précise, mais c'est bien la vision finale de notre stratégie commerce. Ok. Et sur WhatsApp, une autre question. Avant la transaction, il y a quand même parfois, en tout cas, la possibilité d'avoir un usage pro et automatisé avec des API qui est pour l'instant très très limité. Si je dis pas de bêtises, je sais que WhatsApp for Business a été ouvert ou est en test dans quelques pays en Europe. Ouais, Donc il y a des utilisateurs en Suisse. ouais. Donc même sans parler de transactions, alors moi en tant qu'agence, on me le demande de plus en plus souvent. Est-ce que là on a une roadmap, une vision? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, entre guillemets, ce qu'il est possible de faire sur les messageries est plus avancé sur Messenger que sur WhatsApp, notamment en termes d'optimisation, de parcours client, etc. C'est plus avancé sur Messenger, mais on a évidemment pour objectif de faire suivre WhatsApp là-dessus. Aujourd'hui, comme tu dis, il y a 5 millions d'entreprises dans le monde qui sont présentes sur WhatsApp for Business et il y en a 40 millions sur Messenger. Alors qu'à Mais l'inverse, déjà 5 millions sur WhatsApp for Business, c'est ouais, ça? ouais. Ok. Sachant qu'en fait, il y a des pays, si tu regardes, je suis pas un spécialiste de ces pays, mais des pays comme le Brésil, des pays comme l'Inde, où en fait le WhatsApp est un canal B2C énorme. Enfin, tu réserves ton restaurant, tu réserves, enfin, énormément de choses se passent par WhatsApp. Et donc les outils business vont petit à petit en priorité dans ces pays qui sont vraiment WhatsApp first, quoi. Et ensuite, dans l'intégralité des pays où WhatsApp est présent. On a en fait en Europe encore un Messenger est très puissant, même si WhatsApp monte également beaucoup. Donc c'est pour ça qu'à la base, et puis Messenger à la base, c'est une application qu'on a sortie de Facebook, mais qui à la base était même dans Facebook. Donc entre guillemets, c'est propriétaire versus WhatsApp qu'on a racheté il y a quelques années. Donc c'est pour ça aussi que voilà, ça met un petit peu de temps pour développer les mêmes outils et les mêmes capacités, mais typiquement, on a lancé il y a pas longtemps, j'ai pas la date, mais la possibilité aujourd'hui sur WhatsApp d'avoir des catalogues produits. Et donc le fait de si quelqu'un interagit avec votre compte WhatsApp et demande des informations sur tel ou tel produit, vous avez la possibilité de lui partager directement un catalogue avec des fiches produits directement au sein de la messagerie. Je parlais tout à l'heure de l'exemple, alors c'est plutôt une grosse marque, mais de Carrefour, lorsqu'ils ont digitalisé leur prospectus. Ils ont créé également, alors à la fois d'un point de vue publicitaire, mais aussi via des points de contact organiques comme par exemple des QR codes, la possibilité de rediriger un consommateur sur WhatsApp pour qu'il reçoive au sein de WhatsApp son prospectus digital. Donc on voit que les usages à la fois consommateurs... Attends, pardon, tu peux répéter? Ouais. Alors en fait, tu avais ce que j'expliquais tout à l'heure sur la digitalisation du prospectus, Carrefour a fait quelque chose de très innovant, c'est-à-dire qu'ils ont En France, on est d'accord, ouais, hein. en France, ils ont créé des publicités que tu recevais sur ton fil d'actualité, qui t'invitaient à retrouver ton catalogue, ton prospectus digital sur Messenger ou sur WhatsApp. Et donc, Alors Messenger, je veux bien, mais WhatsApp, comment est-ce que ça se passait? c'est pareil, c'est un click to WhatsApp. Donc aujourd'hui, c'est pas ouvert. C'est un produit qui est encore en bêta. C'est pour ça que ça va arriver petit à petit. Pour Messenger, c'est quasiment disponible, il me semble, pour tout le monde. Mais donc ça te renvoyait
sur WhatsApp ou sur Messenger, et ensuite, lorsque tu arrives directement dans ta conversation avec Carrefour, automatiquement, on te demande, voilà, voulez-vous le prospectus? Oui. Il te demande ton code postal pour avoir le prospectus de ton magasin le plus proche. Il te donne ton code postal. Il te dit, il y a 3 magasins Carrefour dans ce code postal. Lequel est le vôtre? Le numéro 2. Très bien. Et il vous envoyait directement sur Messenger le prospectus de la semaine. Messenger et WhatsApp. Ouais. Ok. Je suis très impatient de pouvoir jouer avec WhatsApp pour Business. Je t'enverrai le QR code, Carrefour, du coup, pour que. Alors avec grand plaisir, et chers auditeurs, je vous le l'enverrai, voilà. Évidemment. Exactement. Donc voilà. Donc ça c'est le premier point, le fait qu'on va uniformiser petit à petit, mais ça prend beaucoup de temps. Ce sont de grosses plateformes. Et oui, WhatsApp for Business a vocation à s'ouvrir de plus en plus et de développer les usages et les use cases pour les annonceurs. Ce qui est important aussi, c'est pour moi, pour les messageries, c'est de sortir de la simple considération. On a tendance toujours à rapprocher messagerie de service client, post-achat, et de se dire c'est super pour décharger et automatiser mon service client, et puis être présent sur des messageries où les gens passent beaucoup de temps, etc. Mais en fait, on s'aperçoit que les annonceurs les plus matures l'utilisent vraiment sur l'ensemble du funnel marketing. Je pense que vous allez voir pour les fêtes de fin d'année de plus en plus de chatbots se développer comme assistants de course. On en a eu pas mal pendant les foires au vin, ou pendant Noël l'année dernière, qui permettaient, je m'en souviens, de chez Lidl par exemple, ou pendant la foire au vin, sur Messenger, vous pouviez être accompagné par Balthus étant un caviste virtuel qui, en vous posant 3-4 questions, arrivait à vous faire une recommandation derrière de produits. Donc ça, c'est du haut de funnel, c'est pas pour gérer du service client. Donc pour moi, le futur des messageries en parallèle, et bien sûr, de nous développer les bons produits, c'est de pouvoir répliquer une expérience d'achat full funnel, de la considération, découverte de produits, en passant un jour par la transaction, et évidemment garder ce socle également de relations clients qui permet d'échanger entre une marque et un consommateur de manière rapide et efficace. Merci. Hyper intéressant. Je suis impatient de voir l'intégration WhatsApp, et je comprends ton point sur le fait que les messageries, c'est pas uniquement du service client, ça doit être serviciel en fait aussi sur l'assistance dans le shopping. C'était riche et le temps file. J'aimerais peut-être conclure en te demandant ta vision sur les 5-10 ans à venir de la direction que prend le shopping sur les réseaux sociaux, sur la galaxie Facebook. Ouais. Tu as une tendance, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Alors ça dépend un petit peu des horizons de temps, et puis plus on va loin, plus la boule de cristal est floue, large, grosse, ou large, ouais. Exactement. Mais moi, je pense que toutes les choses dont on a vu déjà, que tout ce dont on a discuté, il y a des choses qui existent déjà, il y a des choses qui vont apparaître, arriver, qui sont déjà dans les roadmaps. Je pense que ce qu'on a dit sur le live streaming, va être quelque chose de clé dans le futur du commerce. Mais en fait, pour moi, il y a également 2 technologies qui vont venir répondre à des usages croissants, qui sont à la fois la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Nous, on a, si ça intéresse certains, vous pourrez aller sur, ça s'appelle Spark AR, donc SPARK plus loin AR. Donc c'est vraiment le hub pour construire aujourd'hui sur nos plateformes des expériences de réalité augmentée. Et ce sont ces 2 technologies, qu'on parle de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, des choses qui avancent très vite. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a annoncé il y a quelques semaines un partenariat avec Essilor Luxottica, donc qui produit notamment la marque Ray-Ban, un partenariat stratégique entre Facebook et Essilor Luxottica pour lancer dès l'année prochaine des lunettes intelligentes. Et donc là, on parle de technologie, mais forcément, alors je me risquerai pas à faire tous les ponts que chacun peut s'imaginer entre réalité augmentée, réalité virtuelle et commerce,
mais c'est évident qu'ils vont se construire petit à petit et que à terme, ça va devenir également des canaux commerciaux au même titre que le e-commerce et le magasin. Donc ces usages se développent vraiment de plus en plus aujourd'hui. Nous, on le voit notamment sur la partie réalité augmentée. Aujourd'hui, on a plus de 400 000 créateurs qui ont publié des expériences de réalité augmentée sur nos plateformes. Et il y a plus de 1,2 million d'effets de réalité augmentée sur les plateformes Facebook et Instagram. Et sur la réalité virtuelle, qui est différente du coup de la réalité augmentée, ça avance aussi très vite. On a Facebook, on a notre propre marque qui s'appelle Oculus, qui développe les casques qu'on appelle les casques Quest. Donc là, il y a un Quest 2 qui sort. Je vous invite à l'essayer. Il est en test dans pas mal de chaînes de grande distribution. Et on voit chaque mois et chaque année les usages, et notamment il y a un Oculus Store, comme un Apple Store ou autre, où on peut acheter des expériences, des jeux, etc. en réalité virtuelle. Et on voit aussi ces usages accélérer très fortement. Donc ça, c'est plus une vision à 3 ans, 5 ans, 10 ans, en fonction de la vitesse à laquelle ces technologies vont maturer et puis à la vitesse à laquelle les usages consommateurs vont évoluer aussi. Mais aujourd'hui, c'est évident que ça va arriver et prendre une part de plus importante dans le commerce. Guillaume, merci infiniment. C'était très très riche. Je vais essayer de synthétiser tout ça dans la newsletter que j'envoie chaque semaine. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous inscrire sur lepanier.io à la newsletter. J'essaie de résumer les principaux insights et surtout les apprentissages actionnables directement pour vous. Là, notamment, il faudra prendre le temps, mais à chaud. L'importance du mobile, on en a parlé quand même un bon bout de temps et je pense que à la fois sur l'usage, l'expérience, mais aussi la communication. Tu prenais l'exemple des vidéos qui sont en mode paysage, ce qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. Donc bien travailler son mobile et son expérience. On a parlé de travailler sa marque avec tous les outils d'acquisition, de conquête, de visibilité pour les utilisateurs. Et surtout, je m'étais noté, mais Facebook, la galaxie Facebook en vrai aujourd'hui, quand on s'y met, c'est self-service, mais il y a un ensemble d'outils qu'il faut appréhender, qu'il faut comprendre, des logiques. Donc, tu nous as bien parlé de Facebook Blueprint, qui est une première approche globale, Facebook for Business, qui est un peu plus pointu sur le commerce e-commerce, et Facebook for Developers. Donc, 3 ressources clés pour avancer sur l'usage des plateformes. Facebook Shop s'annonçait cet été, qu'on retrouve sur Instagram et sur Facebook, qu'on retrouvera bientôt et qui est en test sur Messenger et sur WhatsApp, qui permet aujourd'hui de lister son catalogue produit, d'y donner accès. La transaction, de faire des listes de produits, de sauvegarder des produits, d'en partager. La transaction se passe pour l'instant sur le site, mon site e-commerce, et demain elle pourra se passer dans l'univers, dans la galaxie, dans l'environnement dans lequel je suis, ce qui est bien parce que c'est une friction en moins pour l'utilisateur et du coup une friction en moins aussi pour le e-commerçant derrière. Mais je suis certain qu'il y a plein d'autres apprentissages et insights, donc c'est une belle liaison dangereuse ça, pardon, et insight. Donc merci encore infiniment Guillaume, merci à Chloé d'avoir organisé cette rencontre. Bonne fin de journée Guillaume et à bientôt. Merci beaucoup Laurent, merci à tous. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.